Connaissance, recherche, sciences, et sciences mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, nature. Bien, merci beaucoup d'avoir bravé un temps sibérien pour venir me tenir compagnie. Tu ne trouves pas, qu'il fasse si froid que ça? Oui, alors attends, on n'est peut-être pas né dans la même zone de France. Moi, je trouve qu'il fait froid. Merci en tout cas de venir me tenir compagnie. J'ai été un peu perturbé dans la préparation qui est en général sommaire du cours, parce que hier je devais faire un exposé pour le 40e anniversaire du laboratoire dont au moins une personne dans l'assistance fait partie. Plusieurs d'ailleurs même. Et simplement une opération qui, avec les déplacements et tout, aurait dû prendre 2 heures, a fini par en prendre 4 heures, vu les problèmes de circulation, de transport, etc. Donc il y avait des petits calculs que je tenais absolument à faire, donc je n'ai pas eu le temps de les faire, mais je vais les faire ce matin, en direct, sur le tableau, donc on va se lâcher. Hein. Donc, attention, danger, route glissante, verglacé. Je préfère prévenir, comme ça je ne raconte pas d'histoire. Alors, le problème que je veux étudier, ce sont des modèles avec congestion, évidemment des modèles de type Minfield-Gate. Alors, plutôt que de vous faire un long discours sur expliquer comment on écrit les équations, on va simplement parler de problèmes de contrôle éventuellement stochastiques. Donc, étant entendu qu'après je retournerai le temps, mais peu importe. Et dans les différents aspects d'un coût pour un joueur générique, qui fait face à une certaine densité de joueurs, étant entendu que nous avons une dynamique qui est légèrement bruitée et dans lequel il peut contrôler essentiellement sa vitesse, et je mets le signe moins pour éviter pour simplement pas me tromper dans les signes, puisque je connais simplement une combinaison de signes dans lesquels je sais que c'est correct, alors si je commence à un peu les changer, je suis foutu. Bien. Alors, typiquement, ce que jusqu'à présent j'écrivais, c'était ici, fondamentalement, d'avoir un certain Lagrangien qui dépend de la position et du contrôle que l'on choisit. Bien. Donc ça, je peux garder ceci, et même pour simplifier, on peut imaginer, prenons un exemple, imaginons que l'on ait quelque chose comme ceci qui mesure, je dirais, une sorte de coût de déplacement par la vitesse. On pourrait faire des choses d'ailleurs comparables avec l'accélération au lieu de la vitesse, ça serait d'une certaine manière plus réaliste. Mais beaucoup plus compliqué, beaucoup plus lourd à mettre en place. Donc, je vais également, ça c'est pour arranger les calculs. Q là-dedans est un entier qui est compris entre 1 et l'infini. Et je noterai P, l'exposant conjugué. Un entier, j'ai dit, non, un réel, compris entre 1 et l'infini, et je noterai P son exposant conjugué. Donc ça, jusqu'à présent, je faisais des choses comme ça, éventuellement avec un coût de position. Et bien maintenant, je pourrais toujours garder le coût de position, garder d'autres termes. Il y a un coût final que là, je vais prendre connu pour simplifier, et que je vais appeler U0, comme son nom ne l'indique pas, de x à l'instant final. Et comme je vous le disais, on va essayer maintenant de s'intéresser, et là c'est un S, pardonnez-moi, un DS, bien on va s'intéresser à une situation dans laquelle on va introduire
la mesure ici dans le coût pour dire tout simplement que le coût de déplacement, il peut être affecté par le fait qu'il y ait beaucoup de monde. S'il y a beaucoup de monde, ben c'est plus cher de se déplacer. Et puis, évidemment, si je mets la mesure ici, je peux la mettre à une certaine puissance qui va traduire à quel point c'est cher. Alors, je prends m à la puissance a, mais je pourrais prendre n'importe quelle fonction de m. Typiquement, d'ailleurs, si on a envie de prendre une puissance qui est plus grande que 1, ce serait d'ailleurs peut-être raisonnable de prendre quelque chose qui soit, lorsque m est... D'ailleurs, je dis plus grande que 1, ça n'a vraiment pas d'importance. Ça peut être raisonnable de se dire, je veux toujours payer. Même s'il n'y a personne, il y a un effort pour se déplacer. Donc, ce serait plutôt d'avoir ici une fonction qui serait du style 1 plus m à la puissance a, ou enfin une fonction qui est comme une constante lorsque m est petit et qui, lorsque m croît, effectivement croît avec une certaine puissance de m. De fait, en plus, ça simplifiera les maths. Mais je regarde ce cas un peu extrême pour ne pas... Il se trouve que c'est plus simple si on a quelque chose qui est constant, qui est non nul en 0. Bon. Et donc là-dedans, A, donc le M, c'est la densité de joueurs, et le A est un réel qui est a priori positif. Alors, ça, c'est la forme, je dirais, d'optimisation stochastique, de contrôle stochastique pour un joueur générique, et qui explique un tout petit peu comment on arrive à ceci. Si je voulais revenir à des équilibres de Nash, il faudrait que je me livre à un certain nombre d'opérations. Première opération, évidemment, c'est de passer à n joueurs. Si je passe à n joueurs, ça devient un critère pour le ième joueur, et je dois remplacer la mesure par normalement la mesure empirique, c'est-à-dire la somme des masses de Dirac, en les autres points, en les positions des autres joueurs. À part que de prendre une puissance d'une combinaison de masses de Dirac, ça n'a aucun sens. Donc effectivement, il y a au niveau discret, comme toujours, il y a besoin de dire... c'est comme si on est en voiture. Je veux dire, quand il y a beaucoup de voitures, ce n'est pas exactement où on se trouve, c'est dans un certain périmètre, c'est dans un certain rayon. Donc on a évidemment besoin de compter non pas ponctuellement, mais dans une boule, c'est-à-dire un produit de convolution avec une boule. Donc il y a un epsilon, il y a un n. Alors vous faites tendre n vers l'infini, puis epsilon vers 0, et vous récupérez ceci. Probablement, on doit pouvoir faire tendre n tend vers l'infini et epsilon vers 0 en même temps, en disant que ce qui compte, c'est une relation entre epsilon à la puissance de la dimension et n, et que si ce rapport tend correctement vers l'infini, si n tend suffisamment vite vers l'infini par rapport à un epsilon puissance d, ça doit aussi bien marcher. Mais ça, ce sont des variantes techniques dont je ne me préoccupe pas. Alors, le point, c'est que le modèle de type MFG va donc, après, à nouveau, un changement d'inversion du sens du temps. Donc là, parce que je vais remplacer petit t en grand T moins petit t. Eh bien, donc, de quel système vais-je récupérer? Je vais récupérer du sur dt moins nu laplacien u. Et puis, faisons un tout petit calcul, parce que ce calcul sera instructif. Du point de vue des équations d'Hamilton-Jacobi-Bellman, ce qui va sortir, ça va être le sup sur alpha de alpha scalaire gradient xu moins le coût, c'est-à-dire la norme de alpha à la puissance q divisé par q, m à la puissance a. C'est ça l'hamiltonien, mais il faut faire le calcul. C'est le terme d'après que je vais insérer dans l'équation. Donc ça, il faut le calculer. Alors, calculons-le. Eh bien, on regarde, c'est la fonction convexe du Lagrange, c'est la fonction convexe conjuguée du Lagrangien calculée au point du gradient. Eh bien, évidemment, cela vous donne alpha à la puissance q moins 1 ma égale gradient u. Alors là, je vais introduire une notation de façon à simplifier les écritures. C'est lorsque je prends un vecteur p. Évidemment, si je prends sa norme, je peux l'élever à une puissance. Mais quand je vais écrire entre parenthèses p à la puissance q moins 1,
Un vecteur à une certaine puissance, ça n'a aucun sens. Et ce que ça veut dire, c'est la norme de P à la puissance Q-2 fois P. Okay, ce qui correspond bien à la puissance signée en dimension 1. Donc c'est juste une notation. D'accord? Et ça, c'est exactement ce qui sort, c'est le gradient de, alpha, de la norme de alpha puissance Q sur Q. Et donc, vous voyez que alpha, là-dedans, c'est gradient U sur MA, le contrôle optimal, à la puissance 1 sur Q-1. Et maintenant, si vous reportez dans l'hamiltonien, donc je garde ceci, ça nous servira. Donc si je reporte dans l'hamiltonien, ceci, qu'est-ce que cela me fait? Cela me fait, en gradient U, je vais avoir, et après on verra sur les MA. Alors déjà, je vais commencer par les MA, pardon. Donc c'est 1 sur MB, où B est égal à A sur Q-1. OK? Facteur de quoi? Eh bien, il ne me reste plus qu'à comptabiliser les gradients de U. Oui, les gradients de U, et je vais en récupérer gradient de U à la puissance 1 plus 1 sur Q-1. 1 plus 1 sur Q-1, évidemment, ça fait Q sur Q-1, c'est-à-dire l'exposant P. Et j'en récupère donc gradient U à la puissance P, et ici, je le récupère avec moins 1 sur Q. Et donc, ça me fait gradient U puissance P sur P. En d'autres termes, ce que je récupère ici, c'est plus 1 sur P, gradient U puissance P, divisé par M à la puissance B, avec donc P égale Q-1. Et puis, je vais essayer de garder ceci parce que vous allez voir, on va faire des calculs, des calculs totalement élémentaires, mais qui sont très instructifs. Enfin, qui me semblent très instructifs. Et donc, B, que je ne me trompe pas, c'est bien A sur Q-1. Je voudrais les garder et me garder un peu de place sur les tableaux. Alors, je pourrais avoir des termes supplémentaires qui dépendent de X, mais autant regarder le problème pur. Et bien entendu, comme toujours, nu, c'est sigma 2 sur 2. Ça, c'est la formule de Ito. Bien. Donc, je pourrais avoir d'autres termes, mais je vais regarder ce problème, le problème qui est ici, comme exemple vraiment typique des difficultés que nous aurons à affronter. Et donc ici, comme j'ai renversé le sens du temps, j'ai une condition initiale et j'étudie ce problème pour des x qui varient sur le tore, disons avec des conditions limites périodiques, toujours pour éviter le problème des conditions limites, et pour un petit t qui varie entre 0 et grand t, comme toujours. Il me faut maintenant parler de... Et je pourrais avoir des choses plus compliquées ici qui dépendent de m au point 0, mais je veux regarder la difficulté pure de ce type d'hamiltonien. Donc dm sur dt plus nu laplacien m, ça c'est toujours pareil. Et normalement, ce que je dois mettre ensuite, c'est la divergence du contrôle, parce qu'on est transporté par la vitesse que choisit un joueur générique. Eh bien, cette vitesse, on l'a calculée, c'est le alpha que j'ai entouré ici. Et donc le alpha, c'est donc divergence de gradient U entre parenthèses à la puissance Q-1, 1 sur Q-1, pardon. Alors, 1 sur Q-1, ça, il n'est pas inutile de faire ce petit calcul. 1 sur Q-1, si Q est égal à P sur P-1, faisons le calcul, qu'est-ce que ça me donne? Vous voyez que lorsque je réduis au même dénominateur, je vais avoir P-1 en haut, et en bas, ça me fait P moins P plus 1, c'est-à-dire divisé par 1. Et donc, le 1 sur Q-1, c'est tout simplement P-1. C'est une relation bien connue sur les exposants conjugués. Ce qui correspond bien, donc, toujours à prendre la dérivée par rapport à gradient U de l'hamiltonien. Donc ça, c'est cohérent, puisque c'est effectivement le sup de alpha gradient U, ça doit être la dérivée. C'est toujours pas mal de refaire de tels petits calculs. Et donc, pour la même raison, je vais avoir m à la puissance b, puisque c'est le alpha, c'est effectivement 1 sur m à la puissance a sur q-1, et ça, je l'ai appelé b. Divergence de gradient U
à la puissance p-1 divisé par mb multiplié par m égale à 0. De sorte que là, on a un rapport, évidemment, vous pouvez remplacer ça par 1 moins b. J'ai rien dit pour l'instant sur a et b, donc la puissance de m qui se trouve là, elle peut être positive, négative, voire 0. Auquel cas, au moins formellement, m s'en va. Okay. Alors pourquoi je dis formellement? Parce que tout ça, il n'y a pas de problème pour écrire les choses si m est strictement positif. Donc implicitement, quand j'écris de telles équations, je ne suis pas très loin de dire m strictement positif. Et là, on reviendra dessus parce que fondamentalement, même si je suppose que m1, c'est-à-dire la condition, la densité initiale, qui est en temps inversé et repoussé à l'instant grand t, même si je suppose que, comme toujours, toutes mes données sont très régulières, que M1 est une densité de proba très régulière, eh bien, rien ne m'assure que, donc sigma est positif ou nul, nu est positif ou nul, rien ne m'a, donc, même si je suppose que M1 est strictement positif, comme on le verra, dans les situations où on saura dire des choses sur ce système d'équations, y compris construire une solution unique avec une certaine régularité, eh bien, on ne saura pas si M reste strictement positif ou pas. Donc, il faudra se poser la question, très précisément, de que veulent dire les équations si M peut s'annuler. Alors, ça ne veut pas dire que M s'annule, je ne sais pas. On reviendra là-dessus tranquillement. Donc, effectivement, l'annulation de M pose problème. Alors, l'annulation de M, c'est un problème technique, mais je crois qu'il faut le confronter. C'est aussi un petit problème technique parce qu'il vient toujours de ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'ai pris ici une fonction de M qui s'annule en 0. Si je n'ai pas de fonction de M qui s'annule en 0, je n'ai pas ce problème en M égale à 0. Il me reste un autre problème qui est le problème de couplage non linéaire différent de ceux que j'ai regardés jusqu'à présent entre gradient U et M. Donc d'une certaine manière, on aura un peu de travail supplémentaire à cause de l'annulation de M, mais ce qu'on va surtout comprendre, c'est comment on se dépatouille avec le couplage entre une fonction non linéaire de gradient U et une fonction non linéaire de M qui sont mélangées. Et comme vous le verrez quand on étudiera l'unicité pour ce genre de problème, évidemment, il serait tentant de dire « Oh, je prends une fonction quelconque de gradient U et de M. » Bon, OK, on peut faire des généralisations comme ça. Mais on verra que les calculs liés à l'unicité ne sont pas très simples et qu'écrire une condition générale utilisable dans ce cas-là, je ne le vois pas trop. Mais vous en serez convaincus par la suite. Alors, donc ça, c'est a priori le système MFG. Bon. Alors, ce système MFG, il n'est pas très sympathique, comme je le disais, car il présente des non-linéarités. Enfin, par rapport à ce qu'on regardait, vous voyez bien que le type de non-linéarité entre gradient U et M me semble un peu plus compliqué que d'habitude. Bien. Alors, est-ce qu'il y a une vraie difficulté ou pas? Bon, ça, c'est une question... Je ne sais pas répondre à ce type de questions. En tout cas, c'est différent. On va voir que la structure mathématique est différente. Et on va se taper en plus, on devra affronter une difficulté un peu technique liée à M égale à 0. Bien. Alors, donc si ça c'était un premier point d'introduction à ces modèles, le deuxième point maintenant que je vais aborder, c'est de dire que, comme je l'ai fait d'ailleurs pour le problème précédent, c'est quid de partir de contrôle optimal. Parce que si en plus on part d'un problème convexe de contrôle optimal, on aura déjà un très bon candidat à avoir une solution. Bon. Alors on sait ce qu'on doit faire. A priori, on doit s'intéresser à de la minimisation. La minimisation de quoi? Alors ça, c'est une question intéressante, parce que lorsqu'on est en variables séparées, quand on écrit le critère en M, donc je vais minimiser et
on aura comme contrainte que j'ai la place d'écrire là, dm sur dt plus nu laplacien m plus divergence de m alpha égale à 0. Donc, on contrôle les équations de Fokker-Planck si nu est strictement positif. On le contrôle, par exemple, avec le alpha, même si on verra que, comme toujours, on aura peut-être intérêt à regarder ça comme un problème de minimisation en m et m alpha. Mais pour l'instant, je l'écris avec une interprétation naturelle de contrôle d'équations de Fokker-Planck ou d'équations de transport si nu est égal à 0. Bon, ça, c'est relativement clair avec une condition finale qui est fixée. Et évidemment, il s'agit d'écrire un coût en alpha, qui va dépendre éventuellement de m et de alpha. Et un coût final dont on sait déjà que c'est l'intégrale de u de 0 de m de 0. Coût final qui est un coût initial, toujours le temps renversé. Bien. Donc ça, c'est simple. Je crois que c'est le bon signe. Éventuellement, il y aura peut-être un moins ici, mais ça, c'est un détail. Donc la question, c'est qu'est-ce que l'on met ici? Alors, lorsqu'on a des non-linéarités séparées en gradient U et en M, ben on sait très bien, c'est le Lagrangien qui va mesurer sur le alpha, multiplié par M, et puis sur le M, eh bien, si on a une fonction de M, on prend sa primitive. Ah là, on n'en sait rien. Là, on n'en sait rien, parce que tout est mélangé. Alors, on se dit que gradient U, pardon, que alpha à la puissance Q doit bien apparaître. Et on se dit, comme il s'agit quand même de dériver par rapport à M, qu'il n'est pas déraisonnable d'avoir ici M à la puissance M à la puissance, grosso modo, il s'agit de revenir en arrière ici. Hein. Donc, si vous pensez qu'ici, derrière l'espérance, il y a une mesure, et que, grosso modo, la mesure, c'est la loi de x, c'est comme si vous étiez en train d'écrire l'intégrale de alpha à la puissance q, m à la puissance 1 plus a. Donc, il est logique ici d'essayer de mettre b à la puissance 1 plus a. Ouais. M à la puissance 1 plus a. Et je vais mettre une constante devant, parce que là, j'ai quand même aucune idée. Si sur ces deux termes, on peut les intuiter, la constante qui est devant, j'en ai aucune idée. Quelle est la bonne constante pour trouver le bon système d'équations? Alors ça, évidemment, c'est un peu parachuté. Cela sera confirmé par le fait qu'on trouvera pour Bonset une solution dans certains cas, enfin, formellement une solution des jeux à champ moyen, mais ce choix-là n'est pas déraisonnable a priori. Alors maintenant, effectivement, supposons de manière heuristique, de manière formelle, ce qui en mathématiques veut dire la même chose, contrairement au langage courant, donc, donc de manière purement formelle, eh bien, on suppose que l'on a un minimum. Ouais. Et puis, il faut que j'étudie la convexité de ce problème-là. Mais déjà, commençons à regarder quel est le bon problème avant de se poser la question de sa résolution. Alors, formellement, si alpha est un point de minimum, on y va pour les calculs. Je note toujours, comme toujours, des variations dans lesquelles je dis que la dérivée de la fonctionnelle est nulle. Je note mes variations par delta alpha. Ça veut dire simplement que c'est une variation. Et la dérivée de cette fonctionnelle dans la direction de la variation vaut 0. C'est ça, être un point de minimum. En d'autres termes, je suis en train d'écrire... Ouais, allez. C fois Q, l'intégrale de 0 à grand T, l'intégrale de m à la puissance 1 plus a, alpha
j'ai dérivé, c'est alpha entre parenthèses puissance q moins 1 delta alpha. Ça, c'est le premier terme. Le deuxième terme, c'est je dois évidemment dériver m. M dépend de manière implicite de alpha. Ça me fait plus c fois 1 plus a, à nouveau la double intégrale de m a, norme de alpha à la puissance q, fois delta m. Et enfin, plus l'intégrale de u0 delta m de 0, c'est éventuellement un moins, comme je vous l'ai déjà dit, et tout ceci doit être égal à 0. C'est ça, là qu'on dit dire que la dérivée s'annule. On a un point de minimum. Bien. Alors, introduire l'état adjoint, c'est jouer, c'est évidemment introduire ce qui sera la partie U de l'équation. Donc, introduire l'état adjoint, c'est a priori considérer une solution comme M à cette contrainte. C'est a priori introduire une solution du problème adjoint qui vient ici sous la forme moins nu laplacien U plus alpha gradient U. Il y a un second membre à ajuster, je vais le noter grand F, je ne le connais pas, mais je vais l'ajuster pour désimpliciter, que le mot est laid, la dépendance de delta M en delta alpha, de façon à écrire une véritable variation de la fonctionnelle en delta alpha. En d'autres termes, je suis en train de calculer le gradient et de dire que le gradient s'annule. Au lieu, je suis en train de passer d'une formulation de dérivée directionnelle en une représentation, grâce à l'état adjoint, du gradient de la fonctionnelle. Alors, donc, pour ce faire, il va falloir que j'ajuste le f et que j'ajuste... et puis c'est tout, d'ailleurs. Il va falloir que j'ajuste le f pour que, par intégration par partie, effectivement, je puisse écrire une condition nécessaire d'optimalité. C'est-à-dire pouvoir dire que quelque chose est nul parce que ce quelque chose multiplié par un delta alpha quelconque vaut 0 chaque fois qu'on l'intègre. Alors, il faut que j'écrive l'équation aux variations pour une variation delta m de m. Donc, c'est plus nul, c'est l'équation linéarisée, plus nul laplacien delta m, plus divergence de delta m alpha, plus m delta alpha égale à 0. Et delta m, à l'instant final, est égal à 0. Bien. Alors, on sait ce que l'on fait, c'est que l'on multiplie la première équation par delta m, et j'en déduis donc que l'intégrale de 0 à t de l'intégrale de f delta m est égale au membre de droite multiplié par delta m. Le membre de droite multiplié par delta m, je vais l'écrire, je vais intégrer par partie. Si j'intègre par partie, je récupère U à l'instant grand t multiplié par delta m à l'instant grand t, ça vaut 0, moins intégrale de U0 de delta m de 0. Ça, c'est un des termes qui m'intéresse. Et après, j'ai le terme d'intégrale en espace-temps que j'obtiens par intégration par partie en x et t. Ce terme-là, quel est-il? Je vais écrire moins et je vais récupérer une double intégrale. Pardonnez-moi, je vais écrire plus avec moins dm sur dt de façon à ne pas me tromper dans les équations, dans les signes. Moins nu laplacien m. Et par intégration par partie, moins divergence de alpha m. Alpha, 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 delta m, pardon, et c'est un delta m. Voilà. Alors donc maintenant, si vous voyez, si on regarde l'équation en delta m, vous voyez que vous avez, avec le signe moins, les trois premiers termes de l'équation. Il en manque un, c'est le quatrième. Donc ces trois termes moins sont en fait égaux au quatrième.
Donc le résultat des courses, c'est que cela me fait moins U0 delta M de 0, plus, oui, l'intégrale de 0 à t, de l'intégrale de quoi? Eh bien, du dernier terme, pardonnez-moi, ça c'est multiplié par U. Oui, c'est bien, ça c'est correct. C'est l'intégration par partie, hein. J'ai pris l'équation en U et j'ai multiplié par delta M. Et j'ai reporté toutes les dérivations sur delta M, mais il me reste U. Donc, ça fait U fois bien, le dernier terme qui est divergence de M delta alpha. Et celui-là, je l'intègre par partie. Et donc, ça me fait moins intégrale de U0 delta M de 0, moins l'intégrale de gradient U M delta alpha. Et là, c'est parfait parce que vous voyez que ça me permet de désimpliciter, à nouveau pour utiliser le même barbarisme, de désimpliciter delta M comme dépendance en alpha, delta M multiplié par n'importe quelle fonction grand F. Et là, le seul terme implicite, c'est le delta M qui est ici, et donc le F, il va être là. Mais il faut faire attention aux constantes. Donc, on compare, je vais écrire 0, on va mettre ça bout à bout. On va mettre le premier terme, c'est du delta alpha. Donc celui-là, je vais le garder. C'est l'intégrale de 0 à t de l'intégrale de gradient U delta alpha fois M. Ça, c'est le dernier terme. Le deuxième terme, c'est le terme qui est ici en f de delta M, donc je vais l'écrire en dessous pour qu'on voit bien les différents termes. Et puis le dernier terme, c'est le même. Donc ça, c'est bon. La moralité d'affaire, c'est que si je prends f égale à c fois 1 plus a ma alpha à la puissance q, ben automatiquement, ça va me dire que ces termes-là, ils sont égaux. Donc j'efface. Je fais ce calcul un peu doucement parce que hier, dans la précipitation, j'ai commencé à le faire et puis j'ai trouvé un résultat dont je suis sûr qu'il n'est pas correct. Donc c'est pour ça que je le refais en direct. C fois 1 plus A, C fois 1 plus A, M à la puissance A, alpha à la puissance Q. Bien correct, hein, ça. Je ne dis pas de bêtises, c'est bon. L'homogénéité en MA alpha puissance Q est bonne, mais c'est évidemment sur les constantes qu'il faut faire attention. Vous verrez pourquoi je suis omnibulé par les constantes un peu plus tard. Bien. Auquel cas, si on choisit ainsi un tel f, de la condition d'optimalité, qu'est-ce qu'on en déduit? Eh bien, on en déduit que ces deux termes sont égaux, ils sont égaux quel que soit delta alpha. Mais delta alpha, il est quelconque, c'est une perturbation, c'est la variation autour du point de minimum, et cette variation est quelconque. Donc là, on va écrire que la dérivée s'annule. Et en fait, on a représenté tout le gradient par m gradient u. C'est ça qu'on a fait. Et donc, le gradient au sens L2, hein, de la dérivation au sens L2, c'est pour ça qu'on a un produit scalaire avec delta alpha, le gradient, bah, c'est l'élément de L2 qui est m gradient u. Et d'un autre côté, il doit être égal à ce qui multiplie delta alpha ici. Donc la condition d'optimalité, tout calcul fait, me dit tout simplement que si je choisis u comme ceci, je récupère que m gradient u est égal à CQM à la puissance 1 plus A alpha à la puissance Q moins 1. Bien, donc à nouveau, je peux effacer, juste je vérifie que je ne me suis pas planté, CQM1 plus A, bon, c'est bon. Toujours formellement, en supposant que M est strictement positif, vous voyez que je peux éliminer. Je peux éliminer un M divisé et obtenir que gradient U, c'est 1 sur C gradient U divisé par M à la puissance A à la puissance 1 sur Q moins 1. Et le C, il est à l'intérieur. Hein? Attention.
Et donc, en d'autres termes, c'est gradient U sur C à la puissance P-1, puisqu'on a déjà vu tout à l'heure qu'un 1 sur Q-1, c'était P-1. Oui. Et ce que est de mémoire, oui, c'est ça, et 1 sur M puissance B. Donc, ça ressemble beaucoup au alpha optimal de tout à l'heure, ce qui peut d'ailleurs nous permettre d'imaginer quel est le bon C à mettre. Bien. Et d'ailleurs, si l'on veut oui, voilà. Si l'on veut un peu d'une certaine manière, vous voyez que si vous voulez avoir la deuxième, si vous voulez que la contrainte vous fasse la deuxième équation des jeux à champ moyen, ça vous fixe C. Donc, on voit qu'il est à ce moment-là tentant de prendre C égale à 1. De sorte que cette équation devient effectivement cette équation-là. Mais si je prends C égale à 1, je vais trouver la première équation mais avec une constante différente. Et c'est normal. Alors donc, regardons la première équation, c'est-à-dire l'équation en U en prenant C égale à 1. Eh bien, je récupère du sur dt moins nu Laplacien U, alpha gradient U. Bon, les deux termes vont être évidemment pareils. On va avoir la longueur de gradient U à la puissance P, divisé par MB. Et ici, vous allez récupérer quoi? A priori, vous allez récupérer la même chose. Vous allez récupérer 1 plus A. Ah, il y a du Q, hein? Ouais. Alors, donc là, c'est ouf, parce que là, il y avait quelque chose qui me faisait très peur. Donc, merci beaucoup, parce que là, j'étais... Alors, donc, dans le alpha, c'est C fois Q, hein, et c'est C égale 1 sur Q. Merci. On est bien d'accord. Ah, c'est bon, là. Hein? Bon. Donc, je réécris les choses un peu plus proprement. C égale 1 sur Q me donne la bonne deuxième équation. Regardons maintenant la première équation. C égale 1 sur Q, donc ça fait 1 plus A sur Q. Et que vais-je récupérer ici? MA alpha puissance Q. Ça, en revanche, on doit récupérer quelque chose qui se passe bien, mais faisons le calcul proprement. Donc, MA alpha puissance Q. Donc, les gradients U, c'est gradient U P-1 à la puissance Q. P-1 Q, ça fait P. Ça, c'est bon. Gradient U puissance P. Alors, alpha puissance... je regarde les M maintenant. Donc, j'ai MA à la puissance 1 sur Q-1, moins 1 sur Q-1, et MA à la puissance plus 1. Non, Q sur Q-1, bon, je vais trop vite. Donc, ça fait MA multiplié par MA à la puissance moins Q sur Q-1. C'est bien ça? Je suis perdu dans mes signes. Alpha puissance, non, dans les puissances. Ça me fait alpha, parce que je devrais récupérer 1 sur M puissance B par homogénéité. Hein. Alors, alpha à la puissance Q, ça me fait bien du MA à la puissance moins Q sur Q-1, c'est-à-dire P. Et là, je trouve MA à la puissance 1 moins P. Serait-il possible que... Bah oui, effectivement, ça me fait du MA à la puissance 1 moins P, c'est-à-dire MA à la puissance M à la puissance AP moins 1, et ça c'est B, parce que B, 1 sur Q moins 1, c'est P moins 1. Donc ici, je récupère bien M à la puissance B. Toujours, c'est toujours les signes. Et alors maintenant, restent les constantes. Vous voyez que je les ai gardées dans le MA, tous les M et les gradients U, c'est bon. Oui, il ne faut pas que j'oublie que j'avais un C plus A. Et donc là, ce que j'ai, c'est 1 sur CQ à la puissance P-1, que j'élève à la puissance Q. Et Q, c'est P sur P-1. Donc, sauf erreur de calcul,
ça fait 1 sur CQ. 1 sur CQ à la puissance Q fois P moins 1, c'est-à-dire à la puissance P. Oui, c'est gradient U divisé par CQ, donc ça c'est normal. J'ai refait 2 fois le même calcul. Et donc je récupère un 1 plus AQ multiplié par 1 sur CQ à la puissance P fois gradient U à la puissance P divisé par MA. Bon, c'est pas très sympathique hein, comme expression. Et C, c'est du 1 sur Q. Ah, mais C, c'est du 1 sur Q, donc ça fait 1. Hein? Voilà. C'est nettement... Et ça, c'est MB, pardon. Et donc, la moralité, c'est que je récupère presque la bonne équation, mais le 1 sur P que je voulais a été, c'est-à-dire 1 moins 1 sur Q, est remplacé par 1 moins 1 plus A sur Q. Donc, c'est presque la même chose, mais pas tout à fait. Donc, le problème de contrôle optimal, il ne me donne pas une solution des jeux à champ moyen. Il me donne la solution d'une équation qui y ressemble beaucoup. Qui y ressemble beaucoup, mais avec une constante différente. OK ? Une constante différente que je peux d'ailleurs absorber. C'est-à-dire qu'à travers le problème de contrôle optimal, en multipliant U par une constante, je peux changer, vous voyez que si vous multipliez par scaling U par une constante, vous allez pouvoir changer la constante qui est devant le gradient U puissance Q. Alors, donc, voilà ce que l'on récupère comme équation en U à partir du problème de contrôle optimal. Et maintenant, je fais une remarque qui est que si l'exposant qui est devant le gradient U puissance P divisé par MB est positif, donc attention, là je souligne 2 fois, si, et dire qu'il est positif, c'est dire quoi? C'est dire que Q est plus grand que 1 plus A. Parce que si le signe est négatif, il va falloir faire autre chose. J'y viendrai après. Si Q est plus grand que 1 plus A, alors, en changeant, et donc ici vous voyez qu'il faut changer le U0, mais si je regarde lambda U égale U tilde, lambda étant un paramètre positif, et dans l'autre signe, il faut prendre un lambda négatif. Même calcul avec un lambda négatif. Bien. Mais on verra pourquoi on n'a pas à se préoccuper de ce deuxième cas-là. Alors, si on fait ça, si Q est plus grand que 1 plus A, je peux maintenant ajuster U en lambda. Évidemment, il va falloir, pour que U tilde, ajuster U en multipliant U par une constante pour que U tilde soit exactement solution d'équation. Et vous voyez quelle est l'équation satisfaite par du tilde. C'est que du tilde moins nu laplacien U tilde, a priori, ce n'est rien d'autre que moins lambda 1 moins A, 1 moins 1 plus A sur Q, gradient U puissance P divisé par MB, et je veux que ça fasse exactement moins gradient U tilde puissance P sur MB pour que ce soit la bonne équation. Oui, mais ça me fout le bazar dans l'autre équation, donc il faut que je fasse d'autres opérations. Il faut que je fasse des changements d'échelle beaucoup plus compliqués que ceci. Donc ça ne suffit pas, ce que je suis en train de faire, parce qu'il va falloir en même temps faire des changements d'échelle en espace-temps.
Dans le deuxième cas, prenez nu égal à 0, il suffit de faire des changements d'échelle en temps. Et là, ça vous rajoute une deuxième constante et vous pouvez ajuster les constantes. Donc, je ne vais pas trop insister là-dessus. Je vais me concentrer sur un cas plus simple où on est sûr qu'on ne peut pas récupérer la bonne équation. Mais en tout cas, il est possible de récupérer l'équation. Et là, je montre comment récupérer la première équation en cachant, en mettant sous le tapis le fait que du coup, je perturbe l'autre équation. Mais bon, tout ça, ça se rattrape parce qu'on a en fait, et même en faisant des changements d'échelle en espace-temps, lorsqu'il y a un Laplacien, il faut faire de l'espace-temps, on a un paramètre supplémentaire d'ajustement de la solution. Donc, l'idée, c'est que le problème de contrôle optimal, il faut un peu le tordre pour sortir une solution d'équation, et vous voyez comment on choisit le lambda, puisque le gradient U tilde à la puissance P, ça me fait du lambda à la puissance P. Donc là, vous voyez que ça vous fait sortir du lambda P moins 1 égale 1 moins 1 sur 1 plus A sur Q. Et d'ailleurs, c'est la puissance signée dans les deux cas de signe. Bon. Donc je n'insiste pas trop là-dessus parce que là, je suis un peu en train de tricher. Mais on voit, et je vous assure, j'ai déjà fait beaucoup de calculs, on voit qu'il y a un problème. C'est-à-dire que pour écrire une formulation contrôle optimal de ce système de MFG, qui lui a parfaitement un sens en termes d'optimisation stochastique ou de point de Nash stochastique, on voit que ça marche, on va dire, si Q est plus grand que 1 plus A. En tout cas, ça ne marche pas si Q est égal à 1 plus A. Parce que si Q est égal à 1 plus A, il n'y a pas de terme non linéaire, c'est une équation de la chaleur. Donc là, il n'y a aucun espoir. On ne pourra jamais transformer une équation de la chaleur en un bazar non linéaire comme ça. Donc on voit bien que ce problème de contrôle optimal ne va pas pouvoir récupérer tous les exposants possibles et imaginables en termes de jeux à champ moyen. Et ce que je suis en train de dire, c'est que ces jeux à champ moyen avec cette modélisation de la congestion a une intersection avec des problèmes de contrôle optimal, mais c'est juste une intersection. Alors ça, on pouvait s'en douter a priori. On pouvait s'en douter a priori en regardant un exemple très particulier, qui est le cas, donc attention, il y a un problème si je prends A égale Q moins 1. Sinon, on peut un peu modifier les choses, mais ce n'est pas très agréable. Alors, le fait qu'il y ait un problème, ça, on pouvait s'en douter. En regardant un exemple très particulier, puis je reviendrai à l'histoire de la convexité, puisqu'après tout, ça nous sert quand même, il est possible quand même de résoudre, même si je n'ai pas totalement tout expliqué ce qu'il fallait faire. Oui, quand je parle de changement d'échelle, il faut faire des changements d'échelle qui préservent effectivement le fait qu'on ait une mesure de proba. Donc, c'est un peu lourd, c'est spatio-temporel, c'est bon. On est là pour une demi-heure de calcul, mais a priori, rien n'empêche de le faire. Et ça va vous donner une deuxième modification des équations, et donc vous avez deux équations et deux paramètres, sauf des cas exceptionnels comme A égale Q moins 1, où là, il n'y a rien à faire. En gros, vous voyez bien que vous pouvez construire un problème différent, avec un temps différent, une cellule période différente de contrôle optimal, qui, in fine, vous conduit à une solution formellement des jeux à champ moyen. Mais je veux insister sur le fait qu'a priori, on peut se douter qu'il y a un problème. Alors on va faire simple, on va prendre P égale Q égale 2, donc les exposants conjugués valent tous les deux 2, et je me braque pile sur le cas critique, c'est-à-dire A égale Q moins 1, c'est-à-dire A égale 1, auquel cas 1 plus A ici, ça fait 2. Et qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de minimiser C fois l'intégrale de 0 à t de l'intégrale de m alpha au carré. Bon, le U0, M0, je peux l'écrire si on en a envie, mais c'est vraiment accessoire.
avec comme contrainte nu laplacien 1 plus divergence m alpha égale à 0. Ben, vous voyez, si vous remplacez m alpha par bêta, ben, vous n'avez que du bêta qui apparaît ici. C'est un problème, une contrainte affine, et ici, une fonction quadratique. Donc l'équation de L'Euler-Lagrange est linéaire. C'est un problème affine. Enfin, affine, pour être plus précis. Donc dans ce cas-là, si je fais ça, j'ai l'intégrale de la norme de bêta au carré, et la contrainte, c'est une contrainte qui est linéaire en divergence bêta. Et ça entraîne des équations linéaires. Oh, grosso modo, vous voyez ce qu'on est en train de faire, c'est grosso modo, c'est relié aux normes H-1, c'est des choses relativement simples. Prenez nu égale à 0 pour fixer les idées. Vous savez que bêta, ce qui va être vrai, c'est que bêta, à la limite, ça va être un gradient. Donc vous êtes en train de résoudre Laplacien U égale dm sur dt. Et la première équation, quand le calcul que j'ai fait est toujours vrai. Hein. Donc le terme non linéaire, il est parti. Si nu égale à 0, ça vous fait du sur dt égale à 0. Donc l'équation linéaire, donc prenez nu égale à 0 pour fixer les idées. Vous récupérez du sur dt égale à 0, c'est-à-dire u est une simple fonction de x. Bêta égale gradient u. C'est le calcul que j'ai fait. Hein. Et vous trouvez que dm sur dt plus Laplacien u est égal à 0. Et le problème de minimisation que vous êtes en train de regarder, c'est t fois, puisque u était, comme bêta est gradient u et que u est indépendant du temps, c'est t fois l'intégrale de gradient u carré plus l'intégrale de u0 m0. Bon, et ça, c'est un petit problème linéaire assez simple à résoudre en termes de minimisation. Si vous prescriviez M0 et M1, au lieu de prescrire U0 et M1, ce que vous auriez, c'est la norme H-1 de M0 moins M1. Donc, ce sont des problèmes standards, ce sont des équations linéaires. On voit bien que dans ce cas-là, on n'a aucune chance de récupérer un jeu à champ moyen, alors que le jeu à champ moyen pour Q égale P-1, pour A égale Q-1, on verra qu'en fait, il est bien posé. Il y a une unique solution et il n'y a pas d'interprétation en termes de contrôle optimal. C'est comme ça. Donc, effectivement, la moralité de l'affaire, c'est que le problème de contrôle optimal, oui, mais modulo des calculs, et que ces calculs, ils perturbent salement les choses. Et qu'il y a des contraintes sur les coefficients. Alors revenons en arrière sur la convexité de ce bazar-là. Quand est-ce que... Donc problème A égale Q-1, on a vu que si on voulait un signe positif, c'était quand même bien. Oui, alors je vous ai dit une bêtise tout à l'heure. Je vous ai dit on prend lambda négatif si A est plus grand que Q-1. Non, il n'y a aucune chance. Parce que si je commence à changer le signe de U, je change le signe là. Donc le seul cas de figure, c'est le problème, il est là pour A supérieur ou égal à Q-1. Ce ne peut pas résoudre, ce n'est pas un MFG. Donc je le répète, c'est que la première équation, si vous avez un signe négatif ici, pour rétablir un signe positif, il va falloir changer le signe de U, et changer le signe de U, ça va vous changer le signe de la deuxième équation, et ça, c'est pas bon, c'est plus un MFG. C'est autre chose. Donc la moralité de l'affaire, c'est que pour qu'il y ait un lien avec les MFG, c'est si et seulement si, même si j'ai un peu triché sur le si, le seulement si, je vous l'ai expliqué, si et seulement si A est strictement plus petit que Q-1. Mais c'est aussi un si, modulo tous les changements d'échelle dont j'ai parlé. Alors, quid de la convexité? Parce que s'il y a la convexité et qu'il y a évidemment un peu de coercivité ici, on va avoir une solution faible, entre guillemets, formellement, du système de MFG par minimisation, par contrôle optimal. Donc, analyse de la convexité de ce problème de contrôle optimal. Et donc, vous voyez pourquoi j'ai mis un point d'interrogation.
c'est que ça marche sans marcher. Ça marche un peu. Alors, la convexité, à nouveau, on sait ce qu'on doit faire, c'est écrire les choses pour B égale M alpha. C'est un calcul que j'ai plus ou moins fait, je vais le refaire. Ça nous fait des contraintes linéaires. Ça, c'est, et on regarde le problème de minimisation en bêta et M. Donc, les contraintes deviennent des contraintes qui sont affines en M bêta. La première contrainte est linéaire en M bêta et la deuxième est affine en M bêta, donc en M bêta. L'intégrale de U0 M0, c'est linéaire en M. Et donc la difficulté se situe évidemment au niveau du premier terme, qui est l'intégrale de 0 à t, de l'intégrale de quoi? Alors, M1 plus A, alpha puissance Q. Ça me fait donc du bêta à la puissance Q et du M1 plus A moins Q. Donc, et on récupère l'expression M à la puissance 1 plus A moins Q, bêta à la puissance Q. Alors, je me suis servi déjà de A, B, d'ailleurs la lettre C. Donc 1 plus A moins Q, je vais l'appeler D. Et la question que je me pose, c'est quand est-ce que ce bazar-là est convexe en M bêta? Je vais faire le calcul comme si on était en dimension 1.